Mon histoire à moi, c'est une histoire classique de médecin psychiatre qui était relativement insatisfait, pour pas être complètement insatisfait, des pensées qui ont été dans le cours de ma formation et par la suite, comme psychiatre, d'une pratique très centrée sur le patient, que ce soit celle de la psychanalyse ou que ce soit celle de l'arco, comme on disait à l'époque, de, de l'organodynamisme, hein, branché sur les médicaments. Et j'ai découvert l'approche systémique par hasard, à travers la personnalité d'un formateur qui a été le mien pendant pas mal d'années et qui s'appelait Mani El-Kaïm, décédé il y a peu de temps. Cette formation était pour moi et pour les gens de ma génération une véritable révolution, dans la mesure où on a mis beaucoup de temps à comprendre un peu l'épistémologie systémique, plus que l'analyse systémique, l'épistémologie, c'est-à-dire le champ que recouvrait l'épistémologie, le champ scientifique du systémique. Et on a bien sûr voulu l'appliquer d'emblée à l'hôpital. Alors, je vais suivre un peu les choses historiquement. Quand on regarde ce qu'il en était dans les années 80-90 de la thérapie familiale, vous savez, je ne veux pas refaire l'hystérique, que la thérapie familiale systémique, comme la systémique d'ailleurs, est née à Palo Alto, entre autres. Bien sûr, il y a l'autre lieu de... Non, non, mais reste sur le 2. Reste encore sur le 2. Euh, oui, cette pensée systémique, elle était relativement peu connue en France, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais elle était extrêmement développée ailleurs dans le monde, aux États-Unis en particulier, mais dans le monde anglo-saxon, et même quand on regarde un peu les publications, en particulier sur la thérapie familiale, l'approche systémique était parfaitement connue en Allemagne. Il y avait des maîtres à penser de l'approche systémique et dans d'autres pays, je pense aux pays bien sûr nordiques, où cette approche était connue, développée et appliquée dans les hôpitaux. Nous étions, disons, je dirais dans les années 80, la première génération de systémiciens thérapeutes familiales. Et l'application, quand on voit le recul, l'application, elle a été très difficile. Moi, je me suis pour ma part beaucoup heurté à un mode de pensée qui était effectivement très centré sur le patient et qui m'autorisait peu à recevoir les familles, à travailler avec les familles, et à élaborer ce qui est devenu peut-être une pratique courante, quoique ça j'y reviendrai, pratiquer l'alliance thérapeutique. C'était une totale innovation et on se heurtait, enfin tout au moins moi dans mon cursus jeune interne ou voire assistant, il a fallu que je devienne chef de service, disons-le, pour exercer plus facilement la thérapie familiale parce que les gens avaient une idéologie principale, souvent la psychanalyse ou souvent la médicalisation, et il n'y avait pas de place pour autre chose. Enfin, en France, les débats se sont mis en place assez tardivement. D'où ma premier transparent. Actuellement, avec le recul, on peut penser que la thérapie familiale a acquis maintenant sa place dans le cadre de la prise en charge du patient schizophrène. Moi, je nuancerais ces propos en voyant le parcours depuis l'origine. Je parle des années 80-90. On voit que c'est pas toujours le cas et qu'il y a d'ailleurs ces dernières années une certaine régression. Je ne vais pas revenir sur la thérapie familiale systémique et son histoire, hein. Vous savez que il y a une complexité déjà dans l'origine, hein, qui est un peu facilitée par la place qu'a pris l'école de Palo Alto et des membres très célèbres comme Václavic, J.L.I. et d'autres. Vous savez que l'approche systémique est en lien avec des travaux sur la cybernétique, de la physique, de l'anthropologie, de la psychanalyse. On n'est pas là pour expliquer un peu ces choses-là. L'autre problème, c'était, même si on était thérapeute familial systémicien, c'était évident dans le cadre d'où je parle, c'est-à-dire dans le cadre de l'hôpital, on ne peut pas appliquer la thérapie familiale comme telle, en particulier vis-à-vis de pathologies graves. Voilà. Tu peux avancer, Grégoire. Voilà, je repasse bien sûr la place et le rôle qu'ont joué le Mental Research Institute de Palo Alto et d'autres équipes à travers les États-Unis. Ça reste, pour les gens de ma génération, ça reste vraiment une innovation majeure, en particulier le livre sur la logique de la communication qui reste pour moi encore maintenant une référence. Tu peux avancer, Grégoire. Alors,
une généralité, mais qui peut être peut-être simple, mais c'est une innovation qui est majeure. Penser systémique, c'est penser en termes de fonction et pas en termes de causalité. Ça, on s'est débattu pendant des années. Je peux vous raconter des anecdotes par rapport justement à cette histoire de causalité, où à l'époque, s'accuser de linéaire était vraiment l'injure la plus forte, parce qu'il fallait penser circulaire et surtout penser en termes de fonction, c'est-à-dire à quoi ça sert. Mais ce qui peut sembler facile et banal maintenant de penser en termes de fonction ne l'est pas autant quand on pense au malade dans l'hôpital et de sa famille. C'est-à-dire que on a mis du temps, et je pense qu'on met du temps même dans la formation, à, à pouvoir passer d'une pensée classique linéaire, de causalité linéaire, A engendre B, à, à- à une pensée plus circulaire sur les rétroactions, comme l'explique remarquablement bien l'école de Palo Alto. Et d'autre part, ce qui était très sensible pour nous dans la formation et dans l'application qu'on en a fait à l'hôpital, c'est de penser que la fonction du symptôme peut être, par exemple, d'aider le système à ne pas se transformer, c'est-à-dire de jouer sur les règles de l'homéostasie et justement de se centrer sur qu'est-ce qui se passe dans la famille au même moment où surgit le symptôme. On peut passer. Je vais assez vite sur des choses que vous savez, j'espère, qui sont parfaitement développées dans le cadre des formations à l'AC.